Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci à vous d'être une fois encore des nôtres. Législative d'avril 2019 et communale de mai 2020, à l'aune de la réforme du système partisan. Deux scrutins désormais inoubliables de l'histoire politique béninoise. Le premier, tristement célèbre, dit-on, avec la participation des seules formations politiques du régime au pouvoir et les cas de décès qui s'en sont suivis, aura enfanté d'un parlement sans la présence de la moindre formation de l'opposition. Le second aura enregistré en lice 5 formations politiques avec, à l'arrivée, 3 formations se répatissant les sièges. La fameuse barrière de 10% est passée par là. Sur le bon nombre de formations politiques qui auraient, dit-on, bien voulu être de la course. 2021 annonce alors un autre rendez-vous électoral crucial, la présidentielle. Le troisième scrutin à l'ère du régime du nouveau départ. Quel visage possible alors pourrait-il offrir au monde entier? La question qui taraude déjà bon nombre d'esprits, mesdames, messieurs, au cœur de l'émission Débat du jour. Et ce sera autour du thème présidentiel de 2021. Quel schéma possible? L'instant débat proprement dit, avec 2 universitaires. À ma gauche, le docteur Paul-Marie Ouessou, enseignant, chercheur en littérature d'Afrique anglophone. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci. Merci à vous aussi. Et bonjour aux téléspectateurs et à Daniel. Si vous répondez à leur façon, vous le présentez déjà, oui, en face de lui, monsieur Daniel Quenom. Il n'est plus à présenter, enseignant, chercheur, il est analyste politique. Il a accepté d'être des nôtres ce matin. La contribution sera de taille. Monsieur Daniel Rousseau, bonjour. Quenom. Daniel Quenom, bonjour. Merci Joël, merci. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. Le plaisir est partagé, sachez-le. Présidentiel 2021, dans quelques mois, le peuple béninois, mesdames, messieurs, sera à nouveau convié aux urnes. Qu'est-ce que le temps passe si vite, peut-on dire. Alors, pour l'université, je me retourne d'abord vers vous, monsieur Daniel Quenom. Que représente ce scrutin qui s'annonce, dit-on, à grands pas? Merci Joël Yetondi, merci de me donner la parole, merci de toute la considération. Merci de m'associer à ce plateau pour discuter de ce thème très riche. Un thème qui annonce de nouvelles couleurs pour 2021. Le présidentiel de 2021, quel schéma possible? Les schémas sont alors au pluriel, puisqu'on aura à choisir et chacun dira ce qui lui paraît possible et réalisable dans le temps. Au regard des 2 premiers scrutins qui sont passés, les législatives et les communales, ces 2 premiers scrutins ont déjà posé, de mon point de vue, les bases, pas n'importe lesquelles, pour ne pas dire les fondements, qui nous drainent ou drainent le pays vers les présidentielles de 2021. Et l'analyste politique que je suis a suivi avec attention tout ce qui s'est passé avec le système partisan en cours actuellement au Bénin. En fait, ce système est parti un peu comme pour assainir ce milieu. Et les 2 partis, aujourd'hui, les grands, UP, qu'on appelle Union progressiste, et BR, qu'on appelle Bloc républicain, se présentent, de mon point de vue, comme le schéma des grandes démocraties, pas seulement occidentales, mais depuis les États-Unis, où nous avons d'un côté les conservateurs, qu'on appelle, je crois, les républicains et les autres, les démocrates. Je peux me tromper. Nous venons en Europe, le système est encore le même. Conservateur, UPR, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre, il y a le PS, le Parti socialiste, qui est représenté par les Mitterrand. Et lorsque l'on rentre dans l'univers politique de ces grandes démocraties, où vous êtes républicain, où vous êtes démocrate. Le phénomène
de l'apparition des partis centristes est un phénomène un peu nouveau. Et certains disent que celui qui est neutre est très dangereux. Ou vous êtes républicain, ou vous êtes démocrate. Et c'est ce schéma qui pose déjà les deux candidats pour les présidentielles. Où vous êtes? Pardon? Où vous êtes? Ou vous êtes démocrate, ou vous êtes républicain. Et c'est le schéma que vous voyez d'office. Non, mais là, dans cette posture, c'est que les républicains sont en fait dans une position d'opposition par rapport aux démocrates. Les objectifs politiques à défendre ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est la campagne qui dit ce qui est à faire. Et à ce niveau, il y a un troisième élément très important, c'est le rôle des partis politiques. Ces partis politiques qui doivent porter le candidat depuis la base communale, législative, jusqu'au présidentiel. Et donc, ce n'est plus le président qui lève la main pour dire « je me présente » ou alors un lobbying qui dit « porter » ou « susciter ». Non, c'est depuis la base que le parti. Vous avez évoqué tellement d'aspects en peu de temps. Au lieu de vous poser la même question à votre vis-à-vis directement, je la poserai en deuxième position. D'abord, vous demandez, avec l'exposé tel fait par votre vis-à-vis, on peut dire que le terrain est tout balisé. Pas d'embûches, bien tracé. Est-ce que politiquement, le paysage politique béninois est vraiment si assaini? Bon, moi, je ne le crois pas. Je ne le crois vraiment pas. Et le Bénin nous réserve des surprises. Et nous sommes au moment même où les surprises se mettent en place, c'est-à-dire les présidentielles. Les législatives, c'était bon. Les communales, c'était bon. Mais c'est les présidentielles au Bénin qui nous réservent des surprises. Et je crois qu'il y aura encore des surprises. Comment ça? Bien. Je ne ferai pas la même lecture. Je veux d'abord saluer Daniel parce qu'on a fait la même école. Pendant des années, on a vu à la même source d'idées. Et j'entends souvent les gens dire la théorie, il faut laisser la théorie, il faut faire la pratique. Je crois que les gens là doivent aller encore à l'école. Ah bon? Parce que la théorie, c'est ça, c'est le commencement de tout. C'est pourquoi Nkrumah, c'est le plus grand politicien que moi j'ai connu jusque-là en Afrique, théorie et pratique. Nkrumah a écrit près d'une douzaine de livres, si je ne me trompe. Moi, j'en ai lu 6. Et si vous lisez les livres, vous allez comprendre ce que ça veut dire, la politique. Et les gens qui font la politique et qui ne lisent pas, qui viennent parler de pratique, moi, je crois qu'il faut faire attention avec ces gens, parce que c'est eux qui nous ont conduits dans les situations dans lesquelles nous sommes jusqu'ici. Je veux dire ceci par rapport à ce que Daniel a dit. Moi, je vois plutôt que le Bénin va connaître encore des situations de surprise. Comment ça? Je ne vois pas, moi, deux partis. Même si nous nous mettons dans le... On va voir tout à l'heure si c'est possible qu'il y ait deux partis seulement. S'il y a deux partis seulement, quels sont ces partis? Est-ce que c'est les deux partis de la mouvance? Certains appellent ça les partis du chef de l'État. Non, moi je crois que c'est les partis de la mouvance. Est-ce que c'est les deux partis de la mouvance qui vont s'opposer? Nous allons voir tout à l'heure. Mais pour moi, il y a 4 schémas. Ok, allons-y. 4 schémas qui vont, disons, nous guider dans ce qui va se passer. Le premier schéma, c'est que nous fermons complètement le jeu politique, comme on l'a fait aux législatives. C'est le premier schéma, ça? Oui, c'est-à-dire que il y aura un seul candidat. C'est ça. C'est possible puisque nous l'avons déjà fait. Et nous pouvons aussi l'essayer. Nous pouvons encore l'essayer. Même si cela veut dire que nous n'avons pas pris conscience des conséquences que ça a entraîné, nous pouvons l'essayer. Donc, un seul candidat, ça veut dire une seule paire de personnes. Puisque maintenant, nous devons avoir un président et un vice-président, je crois, selon la nouvelle constitution. Donc, si nous avons cette seule paire, ça suppose que les partis politiques de la mouvance se sont fondus pour présenter un candidat. Sinon, normalement, un parti politique doit présenter son candidat. Et si c'est le cas, c'est qu'on aura 2
alors on aura 2 paires. Je ne sais pas si vous suivez. Oh, on suit. Alors, donc, si on a 2 paires, ça veut dire qu'on a fait une ouverture, une petite ouverture, où ce sont les partis politiques de la mouvance qui compétissent, comme aux législatives dernières. Donc, le premier cas... Vous avez dit législative communale. Oui, législative. Ok, où les formations étaient seules. Les seules. Ok. Donc, dans ce cas, il y a déjà une petite ouverture. C'est-à-dire, dans le premier cas, on a fermé complètement. Et c'est seulement un candidat, et puis des partis s'alignent derrière ce candidat. Et vous allez commencer à entendre chacun de la télé nous dire « Oui, moi je soutiens ci parce qu'il est bon, il est ceci, il est cela. » Ok, bon, ça pourra être ça. Le deuxième cas, donc, c'est que les 2 partis de la mouvance présentent des candidats chacun. Et si c'est le cas, ça veut dire que celui de l'UP va affronter celui du BR. Maintenant, qui va affronter qui? Jusque-là, je ne vous dis pas si le président de la République est candidat ou pas. On va apprécier. Bon, on va l'apprécier plus tard. Ou alors, on fait une autre, on va à un étage, un peu plus dans l'ouverture, et on intègre un parti qu'on suppose être un parti d'opposition. Un peu dans le genre de ce qui s'est passé au communal maintenant. C'est ça. Un peu comme la FCBE. On suppose que c'est un parti de l'opposition, donc on l'intègre. Pourquoi l'enseignant dit on suppose? Oui, nous sommes dans des cas de figure. Donc, c'est pas encore la réalité. Okay, le chercheur, il fait des hypothèses et il tire des conclusions. Allons-y. Donc, maintenant, la réalité... Elle est tout autre. Voilà. Non, elle n'est pas tout autre. Elle se trouvera nécessairement dans les cas qui ont été énumérés. C'est vrai. Voilà. Donc, troisième cas, c'est qu'on fait une ouverture un peu plus vers maintenant une opposition mi-figue, mi-raisin. C'est ça. Et dans ces conditions, donc on a un parti d'opposition qui se présente et qui présente un candidat. Mais ce parti d'opposition, c'est vrai, sa nature est un peu bizarre, mais c'est quand même un parti d'opposition. On va l'accepter et on va y aller. C'est ça. Ou alors on fait maintenant, le 4e cas, l'ouverture totale. L'ouverture totale. C'est-à-dire que même ceux qui sont interdits d'actes de naissance ou bien je ne sais quoi, décisions qui sont prises récemment, même ceux-là sont autorisés à participer aux élections. Donc c'est l'ouverture totale. Donc on est dans 4 cas de figure. Premier cas, un seul candidat. Tous les partis s'alignent derrière ce candidat. Deuxième cas, les 2 partis de la mouvance s'affrontent avec des candidats différents. Troisième cas, on fait une petite ouverture vers un parti dit d'opposition. Et le 4e cas, on fait une ouverture totale. Alors, on prend ces 4 cas. Je vais d'abord me retourner vers votre vis-à-vis, M. Daniel Kunom. Dans le schéma actuel, avec les données à disposition, c'est vraiment possible dans le béné des surprises, parce que c'est aussi ça. Maintenant, une surprise, elle peut être agréable ou désagréable. Alors, dans le béné des surprises, est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette échelle? Oui, les surprises, je crois que, comme le dit mon frère, les surprises seront-elles négatives ou positives? Allons-y. J'ai cette manie d'être souvent très optimiste. Okay. Je ne fais que des programmations positives. Et l'étude, cas par cas, pierre par pierre, pièce par pièce qu'il vient de présenter, nous conduit au 4e point. Le 4e point, c'est l'ouverture. Vous y croyez? J'y crois fermement. Sérieusement? Je suis sérieux. Ok. Je suis sérieux dans la mesure où si les 2 partis dits de la mouvance qui sont sur le terrain aujourd'hui, il est possible que l'un verse sa candidature vers le second. Et là, on aura un seul candidat. Pourquoi veut-on qu'il y ait toujours une opposition si tant est que les valeurs ou les objectifs que l'on veut défendre sont les mêmes? Pourquoi ne pas alors rester ensemble?
Vous remontez à au premier schéma, c'est ça? C'est même le deuxième. Le deuxième. Le premier, c'est la fermeture totale. Le deuxième cas, c'est que il y a une sorte d'ouverture parce que là, nous sortons un peu de ce schéma qu'on appelle. On va vers le sémi, c'est ça on l'appelle. Sémi, où il y a un président, il y a un vice-président ou un premier ministre. Non, c'est un vice-président ici. C'est un vice-président. C'est un vice-président ici. Donc ce n'est pas encore, le régime semi-présidentiel. Donc, pas le régime présidentiel. Tout est possible. Tout ce que nous allons dire de ce plateau ne sera que des projections. Tout à fait. À partir en nous inspirant de nos visions, de nos cultures, de la lecture que chacun de nous fait de ce qui se passe. Car si les législatives, au regard de tout ce que cela a failli causer comme affrontement, qui a failli basculer le pays, et pourtant nous sommes restés debout, nous sommes inspirés d'un peu d'éléments pour aller vers les communales. Tout s'est passé. Les présidentielles se passeront calmement. Calmement, je le crois, et moi je vois déjà le schéma des grandes démocraties occidentales où c'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. Et le parti politique porteur a un rôle important à jouer. Et dans ce cas, si c'est le parti qui l'emporte, d'abord, les grands objectifs d'un parti politique, c'est 3. Conquérir le pouvoir. Deuxième, l'exercer. Troisième, c'est le maintenir aussi durable. Alors, si vous voyez les deux schémas que vous évoquez, parce que vous revenez à ça, démocrate et républicain, vous voyez les autres qui se disent toujours être mis à la touche, rêver pour ce combat-là. Les autres, c'est qui? Et les autres formations qui se disent être laissées sur le cœur. Et pour qu'on en arrive à la constitution ou à la mise sur pied de l'UP et du BR, il a fallu plus de 150 partis de ce pays pour sacrifier un peu de leur ego, un peu de leur autonomie, un peu de leur souveraineté, pour décider, se mettre ensemble, pour donner un peu plus de sérieux, de dignité à ce pays, pour qu'on en arrive là. Donc, ce n'est pas que le chef de l'État, de mon point de vue, c'est le pour dire, ça c'est le BR, toi tu gères, moi je gère ceci. Non. C'est où sont passés tous les partis politiques, ces nombreux, multiples qui existaient, où, à un moment donné, c'était le ridicule. Chaque quartier a failli avoir son parti politique. Alors, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma. Voilà. Oui, monsieur Paul Owissou, vous qui parliez de ces 4 schémas, si vous êtes demandé vous-même d'apprécier la faisabilité d'un ou l'autre, que diriez-vous? Avec des données existantes, bien entendu. Bon. Moi, d'abord, je vais commencer à dire ceci. Il y a une petite différence avec Daniel, une fois encore. Moi, je n'ai pas encore vu de grands partis au Bénin. Vous n'en avez pas encore vu? Il n'y a même pas encore de parti. Il n'y a pas encore de parti? Non, il n'y a pas encore. En dépit des réformes? Bon, les réformes, c'est une chose, les partis, c'est une autre chose. C'est ça. Et il n'y a pas encore de parti. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui, okay, allez-y. Le parti qui se proclame grand parti, comment dirais-je? L'Union progressiste. C'est l'Union progressiste, oui. N'est-ce pas? Qui est à la tête de l'Union progressiste? C'est Bruno Amoussou. De toute façon, c'est lui qui sert de personne qui fédère tout le monde. Oui. Ok. Quelle est l'idéologie que Bruno Amoussou suit? Quelle est son idéologie? Quelle est son idéologie politique? Aujourd'hui, c'est progressiste. C'est quoi progressiste? Vous ne trouvez pas que c'est suffisant? Non. Justement, parce que quand on parle d'idéologie, les gens pensent qu'il suffit de jeter des noms et puis on a des partis politiques. C'est faux. Bruno Amoussou, moi j'ai lu ses livres. Parce que c'est pourquoi je dis, ceux qui, quand on parle de théorie, se mettent à hurler, ils n'ont rien compris à la politique. Moi, j'ai lu les livres de Bruno Amoussou. J'ai lu de bout en bout, la banque, la politique et moi. Et
Maintenant, je veux définir Bruno Amoussou par rapport à ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire ce que lui-même a décrit dans la banque, la politique et moi. Et la réalité. Voilà, le Bruno Amoussou politique maintenant. Parce qu'en réalité, ce qui fait la différence entre les grands partis, comme il le dit, occidentaux et même asiatiques, parce que vous connaissez le Parti communiste chinois. Tout à fait. Oui, c'est bien sûr un grand parti aussi. Ce qui fait la différence entre ces partis et les partis de chez nous, c'est qu'il y a une idée fondatrice qui guide l'action de l'homme. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de Kwame Nkrumah. Il a dit que l'action sans la pensée est vide. Et la pensée sans l'action est sans contenu. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà. Pourquoi il dit ça? Parce que ce qui fait qu'on a de grands partis aux États-Unis, ou même en Grande-Bretagne, en France, partout, c'est les idées. Les idées, c'est quoi? Moi, je défends ce type de société. Je défends le fait qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur liberté d'expression. Ça, c'est ce qui fonde un parti politique, ça. C'est-à-dire, quand vous parlez de démocratie, même, c'est ça, c'est le fondement, ça. C'est pas la démocratie. Quand on parle de démocratie, les gens restent souvent en surface et ils parlent. Mais en réalité, il y a des fondements. Et les fondements sont les valeurs, les idées. Et vous allez entendre les pays occidentaux s'appeler souvent des pays... de grande démocratie. De liberté. De liberté. Plus que démocratie. Ce qui fonde la démocratie, c'est la liberté. Alors, quand vous observez les formations aujourd'hui présentées comme grandes formations, vous trouvez que c'est du leurre? Est-ce que vous voulez me dire que l'UP a comme valeur fondamentale la liberté? Moi, je ne sais pas. En fait, je ne dis que des choses qui vont nous permettre de réfléchir. Parce qu'en réalité, il est temps que nous réfléchissions dans notre pays. Et j'ai comme l'impression qu'on s'agite, on fait beaucoup de choses, mais on ne réfléchit pas. Parce que c'est la réflexion qui fonde les autres nations. Ça inspire beaucoup de choses, on reviendra là-dessus. On revient rapidement au schéma. Alors, quand vous prenez le schéma... Oui, donc c'est pour cela que je parlais de Bruno Amoussou, de l'UP. Bruno Amoussou a clamé sous tous les toits et il participe, je ne sais pas s'il continue de participer encore au socialisme. Oui. Le socialisme international. Oui. OK. Bien. Est-ce que le gouvernement qui est en place et qui le soutient, ou que la formation politique qu'il dirige soutient, est-ce que ce gouvernement est d'idéologie socialiste? C'est une question, moi je ne vais pas donner la réponse, chacun de nous peut voir si ça donne. Et où est-ce que là, le parti qu'il dirige est d'idéologie libérale. Et donc, c'est capitaliste. Et par conséquent, c'est ça qu'il défend. Est-ce que le gouvernement qui est là défend ça? Moi, je ne sais pas. Chacun de nous peut observer et voir. Maintenant, ce que moi je vais dire par rapport maintenant au schéma, l'opposition entre les deux parties de la mouvance, ce n'est pas une opposition basée sur des valeurs. C'est une opposition basée sur des intérêts. Malheureusement. Et des gens, je ne sais pas si vous entendez quand même les discussions que les gens font, mais les gens discutent des choses qui n'ont rien à foutre avec le développement de notre pays. Et c'est ça qui les oppose. Et vous voyez, les mêmes partis, vous dites que ça va se passer dans la paix, elles vont se fondre, mais c'est les mêmes partis, on débauche encore des pratiques qu'on avait avant les réformes, n'est-ce pas? Des gens quittent un parti pour aller dans un autre parti. Sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base d'une idée?
quand on dit idée, quand on dit liberté, ça veut dire, par exemple, dans notre société, est-ce qu'il peut y avoir des avortements? Est-ce qu'il peut y avoir... est-ce qu'on peut permettre que des gens soient là et qui ne mangent qu'un repas par jour? Ou des gens qui ne mangent même pas un repas par jour? C'est ça les questions de société pour lesquelles les partis doivent se constituer. Mais les partis, vous avez constaté maintenant que c'est plat, non? Même le rôle qui est le leur, le rôle qui est l'éducation qu'ils doivent donner à la masse, ça ne les préoccupe pas. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous allez voir des réunions se produire, on va discuter des intérêts, vous voyez à peu près. Moi, je ne dis pas que les réformes sont une mauvaise chose, mais en réalité, c'est-à-dire que les réformes sont une très bonne chose et ont pour ambition de créer un environnement beaucoup plus assaini. Mais c'est-à-dire que les hommes qui doivent rentrer dans les couloirs qui permettent à ces réformes-là de porter vraiment leur fruit, c'est ces hommes qui posent problème. Ces hommes qui posent problème. Il va falloir travailler sur ces hommes autrement. Oui, et pour conclure sur votre question, c'est-à-dire les 4 schémas, moi je trouve le jeu totalement ouvert parce que, vous savez, si pendant 4 ans, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a eu le pouvoir, la puissance, la force, nous sommes entrés dans l'espace où le pouvoir n'est plus de son côté. Ah bon? Oui, c'est ça le problème. Oui, le jeu politique maintenant va vers les politiques. Et c'est ça le problème, c'est de là que vient la surprise. Ok, le jeu, vous le voyez totalement ouvert parce que désormais, les politiques devront jouer leur rôle. Le débat est si profond que j'aimerais bien, si vous le permettez déjà, qu'on puisse recalibrer un peu les choses et on reviendra sur certains aspects qui sont quand même très importants que les uns et les autres ont évoqués avec les enseignants, c'est toujours ça. Alors la question de l'enjeu lui-même, qui pourra motiver telle ou telle autre formation aujourd'hui avec les moyens de droit qui existent, de pouvoir se dire, autant ouvrir le jeu ou rester dans une dynamique possible. Autant ouvrir le jeu, comme je viens de le dire, 4e point de ces hypothèses, j'ai opté pour l'ouverture. Mais je voudrais revenir aussi sur un petit point. Oui. Je suis très à l'aise dans le débat parce que je n'aime pas des débats où on approuve ce que dit l'autre, on valide. Ouais. Il apporte des différences de taille. Il ne reconnaît pas aujourd'hui l'UP, par exemple, ou les 2 partis de la mouvance comme étant de grands partis. Je partage entièrement ce point de vue, car Duverger l'a démontré scientifiquement. Un parti politique, pour être évalué, avant de lui donner le cachet de parti politique, il lui faut d'abord une existence de 10 ans. Il faut voir le parti évoluer. L'idée fédératrice, comme il n'y a pas de théorie, l'adhésion des gens, le militantisme qui est pratiqué, le financement des activités du parti par les militants eux-mêmes. Vous voyez déjà ces critères. Tout cela montre que si les militants acceptent eux-mêmes financer les activités du parti et mouillent le maillot à un point pendant 10 ans, on peut tirer alors la conclusion que c'est un parti. Alors l'évaluation, donc c'est une question de temps. De temps, ok. Alors... On ne peut pas mettre UP et BR déjà sous le même schéma que les autres partis. Mais votre vis-à-vis, lui, il croit savoir que déjà, il peut y avoir des indices, comme on le dit vulgairement en Afrique, le pousser à appeler à devenir coq dès ses premiers pas, on pourrait déjà l'identifier. Il faut croire à ça pour que cela puisse monter. Maintenant, il dit, l'opposition n'est pas une position fondée sur des valeurs, mais sur des intérêts. Mais dans la démonstration, il montre, par exemple, dans les idées, dans les théories, est-ce que une question de liberté, parce que la politique, c'est aussi la gestion des libertés. Est-ce qu'il est permis d'avorter? Permettre, autoriser ou ne pas autoriser l'avortement, relève-t-il des intérêts ou des valeurs? Je m'interroge. C'est un débat qu'on va devoir, on fera en son temps. Alors,
on se rappelle des années antérieures, en moins d'un an, parfois 10, du mois, je veux dire, on a quand même des indices de ce à quoi pourrait ressembler la présidentielle. Aujourd'hui, le visage que présente le paysage politique vous permet-il d'apprécier un peu ce à quoi on pourrait avoir droit, permettant ensuite aux formations politiques, avec les données de droit qu'on a aujourd'hui, de jouer en tant soit peu leur partition? Les données de droit qui existent sont des instruments mis à la disposition du chef de l'État pour évoluer. Et je ne pourrais répondre à cette question qu'en me référant d'abord à cette promesse faite par le chef de l'État, l'actuel, oui, son Excellence le Président Patrice Guillaume Talon. Je ne ferai qu'un seul mandat. Il a déclaré faire un quinquennat. Si j'ai bonne mémoire. Oui. Si chemin faisant, les politiques, il vient de le dire, c'est très important, commencent à prendre le pas sur le développement. Est-ce à dire que le développement est absent et les politiques s'installent? Il n'y a donc, je voudrais dire, et là c'est une affirmation, je n'avance pas d'hypothèse, il n'y a pas de développement sans politique en amont, non en aval, parce que ce sont les politiques qui déterminent le modèle de développement à installer. Nous sommes encore dans les théories, et je le rejoins pour dire, les théories sont capitales, et par théorie, il faut entendre la conception des grands enjeux. La conception, s'asseoir, concevoir, penser, imaginer, inventer selon des grands schémas. Alors je vous demanderai quel pourrait être l'enjeu principal, oui, pour ne pas évoquer les secondaires de ce scrutin. L'enjeu, on le verra et je dirais un peu comme l'autre. J'avise, nous allons aviser. Ah bon, ok. Alors je parlais de grandes figures. Aujourd'hui c'est un peu difficile de pouvoir se dire on pourrait s'attendre à voir telle figure croiser les fers avec telle autre. Mais on en analyse. Comment pourrait-on jouer sur ce tableau parlant de ce scrutin qui s'annonce? Oui, moi je crois qu'il faut déjà commencer à faire, à voir de façon plus concrète ce à quoi ont servi les 5 années de gouvernance du président Talon. Ok. Et moi je trouve que c'est la plus grande transition que nous ayons jamais eue. Nous sommes en transition. Il n'y a pas autre mot pour qualifier la chose. Ceux qui se réjouissent et disent que oui, c'est des progrès, c'est bon, ils sont libres de le faire. Hein. Et ceux qui aussi condamnent cela, ils sont libres aussi de le faire. Mais moi, de mon point de vue, dans la liste de chercheurs, c'est que nous sommes en transition. Et c'est pour cela que vous constatez qu'il n'y a pas, et comme d'habitude, j'étais dans un débat il n'y a pas longtemps, on disait oui, il faut que telle personne vienne dans le jeu pour faire. J'ai dit non, mais vous vous trompez là. Nous ne sommes plus dans cette époque-là où on sait que d'avance, un certain Mbedi va affronter un certain Amoussou ou quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus à cette époque. Nous avons fait la transition. En fait, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, nous avons fait la transition de l'ancienne classe politique. On va vers une nouvelle classe politique. Et la difficulté qui s'observe, hein, c'est ce qu'il a reprécisé tout à l'heure, la question de développement. Et donc, le terrain est balisé pour qu'aujourd'hui, nous ne commencions pas à dire oui, c'est tel qui doit affronter tel, et on s'enlise dans ce débat et on finit les présidentielles sans avoir dit quelle est la société, le type de société qui nous attend quand on va élire tel. Parce qu'aujourd'hui, le président Talon, vraiment, il a ce mérite de nous avoir permis de voir clairement que quand vous prenez Sabo, vous avez un type de société.
quand vous prenez Sosa, vous avez un type de société. Maintenant, et c'est là où tous les acteurs doivent être conviés à travailler à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Parce que, qui pour les convier? Oui, mais la presse, par exemple, est un acteur principal pour que, désormais, qu'on ne soit plus limité à ce débat. La presse et l'université nous dira sans langue de bois, vous la voyez à même de mener et jouer cette partition comme cela de fois dans l'environnement actuel? Je vais dire une chose, Joël. Moi, on parle d'environnement. Je suis d'accord avec. Je ne suis pas un politique sur le terrain qui défend un parti ou un autre. Mais moi, je suis un analyste, je suis un chercheur d'abord, et donc tout ce que je dis part de mes observations et des outils de la science que moi je peux utiliser pour, à partir de mes observations, dire il y a ci, il y a ça. La presse a tout le droit dans l'environnement actuel de jouer son rôle. Vous le voyez jouer ce rôle-là? Je le vois. Je vais vous dire par exemple, moi, vous savez, bon, j'ai commencé comme journaliste et je suis encore journaliste. Et je crois que ce qu'on demande à la presse, c'est de ne pas écrire du n'importe quoi. C'est tout. Ne pas écrire du n'importe quoi. Mais la presse a le droit de nous dire, le candidat que vous avez là, si vous le prenez, il fera de sorte que vous aurez un pays où il y a la liberté, mais vous respectez les droits. Vous respectez la loi. Il y a ou alors, ce candidat, si vous le prenez, eh bien, vous n'aurez plus vos libertés. Vous ne pourrez, et vous allez, disons, être habité par cette psychose de peur que nous avons tous dans le pays. Mais la psychose, c'est quoi? Le président de la République, c'est nous qui l'avons élu, n'est-ce pas? Et c'est la gestion du pouvoir a été dans notre pays, et c'est encore là une occasion de parler de théorie, a été dans notre pays gérée depuis longtemps sur la base des théories du behaviorisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie en politique. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez un peu, nous avons tous fait cette science-là où on a parlé du chien de Pavlov. On lui envoie quand on lui donne à manger à une certaine heure précise. Au point où, lorsque l'heure la sonne et que même le repas n'est pas venu, il commence à saliver. Oui, c'est la réaction. Donc l'action, la réaction. Et le behaviorisme dit ceci. Le comportement humain, les citoyens, se comporteront d'une certaine façon selon que vous les gouvernez par punition, c'est-à-dire vous faites quelque chose, je vous punis, ou par des cadeaux. Je vous récompense parce que vous avez fait ceci. Je vous récompense. Et si vous voyez cette théorie, vous verrez que c'est clair que le gouvernement passé et le gouvernement actuel se retrouvent dans les schémas dont je parle. Vous faites ceci, je vous punis, ou vous faites ceci, je vous récompense. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, alors, si maintenant, quand vous prenez cette théorie et que vous amenez dans la réalité, oui, est-ce que nous voulons maintenant une société où l'État est un père fouettard, ou nous voulons une société où l'État est un père qui donne des bonbons, ou nous sortons complètement de ces schémas pour aller maintenant dans d'autres schémas? Aujourd'hui, les populations ont-elles les moyens de le faire? C'est le rôle de la presse. C'est pourquoi j'ai parlé de la presse. De nous faire voir clairement ces choses-là aujourd'hui. De nous faire parler de valeurs. Ok, telle elle fonctionne aujourd'hui, cette presse, le scrutin de 2021, pour qu'elle puisse, ce scrutin, pour qu'il puisse être porteur d'espoir pour tous, la presse, semble dire votre vis-à-vis, a un rôle prépondérant à jouer. En l'état actuel, peut-on compter sur cette presse? Observateur que vous êtes, universitaire de surcroît. On peut compter sur cette presse. Et il faut que cette presse prenne conscience du rôle capital, pertinent, efficient qui est le sien. Et il a dit,
il ne faut pas que la presse fasse du désordre et crie du n'importe quoi. Pour reprendre les mots du président Nicéphore Soglo, parlant des journalistes, c'est crivaillon. À l'étape actuelle, quelle est la note que vous lui donnez? À l'étape actuelle, oui. Nous sommes... Il a dit quelque chose de très important et il faut noter. Nous sommes à une transition. Dans la transition. Le chef de l'État, il vient de prendre le pouvoir. Et lorsqu'on est en début de pouvoir, on prend les choses de façon ferme. Jusque-là, il est dans son rôle de maintenir les choses de façon paternaliste et non celui qui distribue le bonbon. Et quand les choses rentreront en ordre et que les grandes bases seront posées, la presse va jouer son rôle. Alors, le chef de l'État qui a dit qu'il ne fera qu'un seul mandat, advienne qui pourra, et qui ensuite a dit « j'aviserai », avec une période de transition comme celle observée, qu'est-ce que l'université suggérerait dans le contexte actuel, un second mandat pour pouvoir parfaire l'œuvre? Un second mandat, même si ça ne vient pas des Béninois, ça viendrait des œuvres qu'ils posent déjà. Les grands chantiers parlent d'eux-mêmes, et parlent de ce qu'il fait, et peut-être le susciteront à faire un second mandat. Oui, l'université, je pose la même question. Patrice Talon, dans un seul mandat, ça suffira. Ensuite, j'aviserai. Et puis, la transition qu'on vit, une fois cette transition achevée, l'université lui conseillerait de passer la main ou d'essayer encore sa chance. Bon, je vais essayer d'être d'abord rationnel. Avant, oui, juste une minute pour aller très rapide. Et d'essayer d'être très rationnel en ce sens que, vous savez, la décision d'aller à un second mandat ou pas, elle est une décision totalement personnelle, celle du chef de l'État. Mais nous avons des valeurs dans notre société. Nous avons de l'éducation à donner à nos enfants. Nous avons un certain nombre de choses qui gouvernent la façon dont nous devons nous comporter, surtout quand on a cette charge-là, cette lourde charge-là. Et moi, le fait d'avoir annoncé publiquement, parce que personne ne l'avait forcé à dire « je ferai un seul mandat », mais le fait de l'avoir annoncé publiquement fait que si nous regardons rien que la valeur qui est de notre société, que on doit tenir parole, pour moi, il ne faut pas penser deuxième mandat. Et là, même pour moi, il sera porté en triomphe réellement si il ne faisait pas un deuxième mandat. Okay. Maintenant, comme je le dis, c'est vraiment sa décision, elle est personnelle, s'il ne faisait pas un deuxième mandat. Mais il y a des choses engagées. Mais au-delà de ça, la façon de gouverner a donné lieu à des choses qui sont faites et qu'on n'aurait pas aimé voir remettre en cause. Mais qu'on les remette en cause aujourd'hui, ou qu'on les remette en cause dans 5 ans, ou qu'on les remette en cause dans 10 ans, c'est qu'on les remettra en cause. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la transition terminée... Et c'est votre conclusion? Ah bon? Oui. Déjà, alors, ce que je voudrais dire, c'est que la transition terminée, et que le chef de l'État se dise maintenant, la transition est terminée, et qu'il faut maintenant commencer à poser... Merci à vous, le temps est complètement terminé, mais je suis désolé, monsieur Daniel Quenom, 5 secondes. La transition, il faut laisser continuer ce qu'on a engagé. Merci à vous, monsieur Daniel Quenom. Merci également à vous, monsieur Paul Roussou. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. Je sais que vous en redemandez. On verra bien avec les universitaires. Ce n'est jamais pareil. On en a besoin pour aller de l'avant. Théorie sans pratique. La conclusion, vous l'avez suivi sur cette émission. On s'en arrête là. Un grand merci à notre réalisateur du jour. Moi, je vous compagne sur cette citation de Jean de La Fontaine. Voilà, pour les bics ou pas, recevez-la. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.